Tu es en train de jouer à la balle avec ton chien quand tout à coup, tu vois quelque chose qui tombe du ciel. C'est un objet lumineux doté d'une grande queue derrière lui. Il descend à une vitesse alarmante, se rapprochant de plus en plus. Tu essaies d'attraper ton chien pour l'emmener à l'intérieur, mais il court partout en aboyant et en grognant. Puis tu lèves les yeux et tu remarques que l'ovni brillant ressemble de plus en plus à une boule, et on dirait même qu'il se dirige vers toi. Tu cours tout autour de ton jardin pour essayer d'attraper ton animal, mais cette fois il pense que tu joues avec lui et s'enfuit. Tu le poursuis en le forçant à rentrer dans la maison. C'était -1. L'objet dans le ciel brille si fort que tu ne peux même plus le regarder. Et puis boum! C'est comme si un petit morceau du soleil venait de s'écraser juste derrière ta maison. Tu te précipites derrière le canapé et tu essaies de jeter un coup d'œil à ce qui s'est passé. Tes voisins frappent à ta porte pour voir si tu vas bien. Dès que tu leur ouvres, ils s'engouffrent tous à l'intérieur avec leurs appareils photo. Tu te reprends et tu te diriges vers la cour arrière où tout le monde est rassemblé. Tu te diriges vers l'objet et tu peux déjà sentir la chaleur qu'il dégage. Il ressemble à une pierre ordinaire de la taille d'un poing, posée dans un trou dans le sol. Tu l'observes sous les angles possibles. Tu as lu quelque part qu'il ne fallait pas ramasser une météorite si elle atterrissait un jour dans ton jardin. Tu ne trouves pas tes gants, mais à la place, tu coupes du papier d'aluminium pour te saisir de la pierre. Tu retournes dehors et tu vois quelqu'un qui la touche déjà et prend des selfies. Tu te précipites, tu prends la roche des mains du voisin imprudent et tu la places dans un sac à fermeture éclair pour la protéger de l'humidité ou de tout ce qui, dans l'atmosphère, pourrait potentiellement l'endommager. Tu l'as aussi enveloppée dans le papier d'aluminium. Une grosse météorite serait trop chaude pour être touchée si elle tombait du ciel. Mais un objet de cette taille se refroidirait avant de toucher le sol. En la saisissant à main nue, tu risques de contaminer la météorite avec les huiles de ta peau et des microbes qui pourraient endommager sa surface. Tout ce qui tombe de l'espace n'est pas un jouet. Alors tu l'emportes. Et les voisins se dispersent. Désolé tout le monde, mais la fête est finie. Tu appelles l'agence spatiale et ils rappliquent très vite pour récupérer l'échantillon chez toi. Quelques jours plus tard, une violente tempête se produit dans ta région et tu vois un panneau publicitaire de l'autre côté de la rue tomber à cause du vent. Et puis, toutes les lumières s'éteignent. Ah, génial! Lorsque la tempête est terminée, tu attrapes ta boîte à outils et tu sors pour réparer l'électricité. Quelle belle façon de passer un dimanche! Tu te diriges vers la remise, mais une grande flaque d'eau sur ta pelouse te barre le passage. Pas grave, tu vas simplement la contourner. Mais une petite voix dans ta tête te dit de t'arrêter et de t'occuper de ça. Oh allez! Tu poses les outils et tu enfiles un équipement approprié pour nettoyer cette flaque d'eau. Même si cela peut sembler plutôt chouette d'avoir un mini-lac dans ton jardin, cela pourrait être un terrain propice à la prolifération des moustiques et autres nuisibles. Tu ne voudrais pas qu'un essaim de ces buveurs de sang bourdonnant te tienne éveillé toute la nuit et te laisse avec des démangeaisons tous les matins. De plus, avec un animal de compagnie sans surveillance dans les environs, la chose pourrait être dangereuse, car il pourrait faire un tour dans l'eau contaminée. Et ce qui est encore pire, c'est que cette flaque d'eau se trouve juste à côté du local électrique, ce qui pourrait mener droit à la catastrophe. Donc, après une longue journée de labeur, tu réussis à évacuer l'eau stagnante et à arranger ta pelouse. Tu répares aussi le problème d'électricité et tu peux profiter du reste de la journée avec ton chien. Tu es en train de déguster de délicieux hamburgers dans ton jardin. Tu prends quelques bouchées et tu tends la main pour grignoter des frites. Mais tu touches quelque chose qui ne ressemble pas vraiment à des frites. Tu jettes un coup d'œil et tu vois une grosse guêpe qui rôde autour de ton déjeuner. Tu te lèves et passes en mode panique totale en jetant ton hamburger et en courant à l'intérieur de ta maison. Tu fermes la porte et serres ton chien dans tes bras. Oui, tu as peut-être réagi de façon un peu excessive. Mais tu regardes tes steaks fraîchement grillés posés sur la table et tu vois une autre guêpe rejoindre la première. Et puis une autre. Et encore une autre. Tu retournes dehors et essaies de savoir d'où elles viennent. Tu jettes un coup d'œil méfiant autour de toi. En faisant le tour, tu remarques une guêpe qui fait des allers-retours entre le barbecue et une zone près du toit. Elle retourne sur le toit et 2 autres guêpes en sortent. Ah oui, il y a bien un nid de guêpe là-haut. Tu attrapes une échelle dans la remise et tu montes pour voir un petit trou dans ton toit où les guêpes ont construit leur petite maison. C'est une bonne chose qu'elles aient fait ce nid à l'extérieur. Il est arrivé que des personnes trouvent des nids de guêpes à l'intérieur de leur maison, derrière des placards de leur cuisine. Ton chien se promène dehors et essaie de mordre dans l'un des steaks hachés. Les guêpes alentour semblent intimidées et volent autour de ton chien pour lui donner un bon avertissement. Mais heureusement, tu sautes à sa rescousse, arraches ton chien et le remets à l'intérieur de la maison.
Les guêpes ne piquent généralement pas les humains, sauf si on les provoque. Et la différence entre les bonnes vieilles abeilles mellifères et les guêpes est que ces dernières peuvent piquer plusieurs fois. Mais les guêpes sont tout de même bénéfiques pour nous, car elles gardent la population d'insectes sous contrôle. Et elles résistent plutôt bien à leur environnement, mieux que d'autres créatures. C'est pourquoi les agriculteurs en déploient même sur leur culture. À ce stade, les guêpes ont pris possession de ton petit barbecue et t'ont forcé à rester à l'intérieur. Elles invitent d'autres de leurs amis et jouent même à des jeux amusants. Tu regardes ton chien et il est extrêmement déçu de ce qui s'est passé. La meilleure chose à faire dans une telle situation serait d'appeler une entreprise anti-nuisible pour déplacer le nid vers un autre endroit, car il est très risqué de faire cela tout seul. Mais au moins, tu peux faire un autre barbecue sans qu'aucune guêpe ne te dérange. Fais tout de même attention à ces moustiques. Encore un bel après-midi dans le jardin à jouer avec ton chien. Mais cette fois, il semble distrait par un bruit provenant de derrière les buissons. Il court jusque là-bas et commence à creuser. Tu cours à ton tour pour voir ce qu'il a trouvé et tu découvres de mignons petits chiots qui pleurent et rampent. Étonné, tu regardes les chiots de plus près et tu remarques qu'ils ne ressemblent pas à des chiens ordinaires. Ils ont une sorte de teinte orange dans leur fourrure et des oreilles pointues. Félicitations, tu viens de trouver un petit terrier de renard dans ton jardin. Ou plutôt, ton chien l'a trouvé. Ces bébés ont faim et ont besoin de nourriture. Mais il est préférable d'attendre que leur maman vienne leur apporter des friandises. Il est assez courant de voir des renards dans les zones urbaines, surtout les endroits qui sont construits dans des habitats de renards déjà existants. Mais tu es surpris d'en avoir découvert un juste derrière ta maison. Tu comptes 7 renardeaux dans la portée, qui ont tous l'air en bonne santé et en forme. Beaucoup d'entre eux sont joueurs et amicaux. Certains sont timides et se cachent. Les animaux peuvent être très protecteurs envers leurs petits, alors mieux vaut rester à l'écart pour le moment. Et ne laisse pas non plus ton chien les approcher. La maman renard pourrait le prendre pour une menace et ce ne serait pas très agréable à voir. Les renards mangent presque tout et n'hésiteraient pas à fouiller dans les poubelles pour trouver des restes de nourriture. Tu emmènes ton chien à l'intérieur, encore une fois, et tu essaies de trouver une autre activité. Déplacer de mignons petits renardeaux peut sembler être une chose inoffensive et amusante à faire, mais manipuler de telles créatures à leur âge pourrait potentiellement les blesser. Toute pression légère autour de certaines parties de leur corps peut leur faire du mal. Sans parler des tiques ou des puces que ces petits peuvent avoir sur eux. Le fait d'être exposés à l'extérieur les rend vulnérables à toutes sortes de vilaines vermines qui rôdent. Alors, tu attrapes ton téléphone et tu appelles la SPA pour signaler la tanière du renard. Une fois arrivé, il s'occupe enfin de ce problème. Décidément, on dirait qu'il se passe beaucoup de choses dans ton jardin. Tu ouvres ta boîte aux lettres et tu vois une feuille de séchage. Elle n'a aucune utilité là-dedans, alors tu l'enlèves. N'est-ce pas? Erreur. Laisse-la où elle est. Tu rendras un grand service à ton facteur. Voici pourquoi. Tu penses peut-être que les chiens sont les seules créatures qui causent des problèmes au facteur lorsqu'il distribue ton courrier, et tu n'as pas complètement tort. Selon un sondage, plus de 5800 facteurs américains ont eu des démêlés désagréables avec des chiens en 2020. Mais ils ne sont pas le seul désagrément pour les facteurs qui essayent juste de faire leur tournée en toute sécurité. Les facteurs laissent souvent ces feuilles de séchage dans les boîtes aux lettres pour se protéger des guêpes. Cela peut sembler bizarre, mais en moyenne, une personne peut s'attendre à être piquée par une guêpe environ 5 fois dans sa vie. Et c'est un événement bien plus probable que de se faire mordre par un chien. Mais pourquoi la feuille de séchage éloigne-t-elle les guêpes? C'est assez simple, les guêpes ne supportent pas son odeur. Elle est bien trop intense pour elles, alors elles s'en éloignent le plus vite possible. C'est plutôt logique, étant donné que les feuilles de séchage sont destinées à rafraîchir nos vêtements et à leur donner une bonne odeur. On peut donc s'attendre à ce qu'elles aient un parfum prononcé. Et soyons francs, ce n'est qu'une perturbation mineure dans la vie d'une guêpe. Heureusement, car elles n'ont pas vraiment le temps de s'en inquiéter davantage. En moyenne, les guêpes ont une durée de vie extrêmement courte. La plupart ne vivent pas plus de 22 jours. Bien sûr, cela ne s'applique pas à la reine, qui vit parfois jusqu'à une année entière. Il est d'ailleurs amusant de penser que les guêpes, bien qu'elles vivent si peu de temps, ont probablement plus de liens avec les facteurs qui essayent de les éviter qu'avec leur reine tant vénérée. C'est parce que leurs 22 jours de vie sont entièrement consacrés au travail. Elles ont chacune leur fonction propre, qui tourne essentiellement autour de la construction d'un nid adapté pour assurer la protection de la reine. Dans le nid, il y a 2 types de guêpes. Les faux bourdons, qui sont les mâles,
et les ouvrières qui sont les femelles. Ces dernières sont des créatures extrêmement diligentes. Les ouvrières commencent leur vie en aidant à nourrir les larves en développement. La larve est un insecte immature, fraîchement sorti de l'œuf, qui n'a pas encore pris sa forme adulte. Cette étape de la vie de la guêpe ouvrière dure généralement 3 à 4 jours. Après cela, elle commence à effectuer des tâches qui impliquent de sortir du nid, comme aller chercher de l'eau ou rapporter des matériaux en bois dont sont faits les nids. L'eau qu'elle rapporte est ensuite crachée par les guêpes ouvrières et utilisée pour agrandir l'entrée. L'eau se mélange avec le matériau qui doit être retiré et forme des boulettes qui sont ensuite transportées hors du nid. La guêpe ouvrière va ensuite se concentrer sur la construction du nid lui-même avant de jouer le rôle de cueilleuse de nourriture. Les guêpes tirent leur énergie du nectar ou du miella et leurs protéines des insectes ou des animaux. Et pour prouver encore davantage la nature altruiste de ces petites ouvrières, elles n'ont même pas les enzymes nécessaires dans leur corps pour leur permettre de digérer la plupart des aliments qu'elles récoltent. C'est parce que la majorité de la nourriture qu'elles rapportent est destinée aux guêpes non développées, connues sous le nom de larves dont nous venons de parler. Heureusement, les guêpes ouvrières reçoivent une sorte de récompense pour leur diligence. À partir de la nourriture que les larves digèrent, elles obtiennent une substance crémeuse qui ressemble à une soupe. Cette substance contient toute l'énergie dont les guêpes ouvrières ont besoin pour continuer à accomplir leurs tâches. Ce type d'échange de nourriture est appelé alimentation par trophalaxie. C'est un élément clé du contact social entre les ouvrières et les jeunes larves en développement. Lors de la plupart des voyages de recherche de nourriture, les guêpes ouvrières s'éloignent jusqu'à 300 mètres du nid. Mais des études ont montré que certains voyages peuvent se poursuivre sur plus de 800 mètres. Les guêpes ouvrières se suivent même jusqu'aux sources de nourriture connues. Elles finissent généralement leur vie à l'intérieur du nid. Mais loin de se détendre en profitant d'une retraite bien méritée, elles assument leur ultime rôle, qui est de garder l'entrée du nid. Comment la vie d'une guêpe ouvrière femelle se compare-t-elle à celle d'un faux-bourdon mâle ? Eh bien, leurs homologues masculins sont en fait assez paresseux en comparaison, et ce malgré leur plus grande taille. Les faux-bourdons mesurent en moyenne plus d'1 centimètre de long, alors que les guêpes ouvrières femelles sont généralement plus petites qu'1 centimètre. Les faux-bourdons sont également plus colorés, ont de longues antennes tombantes et n'ont pas la capacité de piquer. La reine est plus grande que tout le monde et mesure environ 2,5 cm de long. Pourquoi dit-on que les faux-bourdons sont paresseux ? Eh bien, pendant que les guêpes ouvrières sont parties chercher du bois, de l'eau ou de la nourriture, on peut souvent trouver les faux-bourdons bien au chaud dans le nid, mettant leur tête dans des cellules vides avec seulement leur queue visible. Font-ils quelque chose pour le bien commun ? Pas vraiment. Il est plus probable qu'ils fassent simplement une petite sieste. Lorsqu'ils ne font pas la sieste, on sait qu'ils aident à distribuer la nourriture aux larves en allant de cellule en cellule et en introduisant les repas dans leur bouche ouverte. Les faux-bourdons, dont la plupart pèsent entre 10 et 19 mg, essayent aussi de faire leur part du travail d'une autre manière. Ils emportent et éliminent les déchets qui peuvent s'accumuler à l'intérieur du nid. Ces nids où la reine, les faux-bourdons et les ouvrières coexistent durent généralement entre 3 et 4 mois. Ils se désagrègent en hiver lorsque les nouvelles reines s'envolent pour hiberner. Le reste des guêpes et le nid lui-même luttent pour survivre aux rudes conditions de l'hiver. Tout comme les nouvelles reines, des études ont montré qu'à peine 2 reines sur 4500 parviennent à passer la période d'hibernation. Ce n'est pas seulement à cause des conditions climatiques froides. Les reines trouvent des endroits sombres et secs pour hiberner, comme une fissure dans le mur d'une maison. Elles rentrent soigneusement leurs antennes entre leurs pattes et mordent toute surface se trouvant devant elles afin de s'accrocher fermement. Cela les rend extrêmement vulnérables aux autres insectes, comme les araignées. Mais les reines chanceuses, qui profitent d'un long sommeil pendant la période d'hibernation, se réveillent généralement au printemps et commencent à construire un nouveau nid. Une reine peut voler jusqu'à 75 km juste pour trouver l'endroit parfait, chaud et sec. Les greniers et les toits font souvent l'affaire. La reine produira ensuite de nouvelles ouvrières et de nouveaux faux-bourdons et le cycle de vie des guêpes se reproduira. Si tu tombes sur un nid de guêpes, il est préférable de le laisser tranquille. Tu ne peux pas toujours savoir quel type de réaction tu feras à une piqûre de ces créatures. Et qui dit que juste une seule te piquera ? Un nid de guêpe moyen peut contenir jusqu'à 10 000 membres pendant le pic de l'été. Il est préférable de laisser le nid au service anti-nuisible.
Mais quelles précautions peux-tu prendre pour éviter toute rencontre malheureuse avec des guêpes? Il convient de remercier les facteurs de nous avoir sensibilisés aux feuilles de séchage, mais que pouvons-nous faire d'autre? Tu peux commencer par ne pas laisser traîner de nourriture, c'est le principal aimant à guêpes. Que ce soit des aliments pleins de protéines, comme le poulet, ou des sucreries comme la crème glacée. Assure-toi de laver ta vaisselle, de couvrir les aliments que tu gardes pour plus tard et de ranger les restes dès que tu as fini de manger. Alors que les guêpes détestent l'odeur des feuilles de séchage, des choses comme les fleurs et les fruits plaisent beaucoup à leur odorat. Tu dois faire attention aux parfums, lotions ou produits de soins capillaires que tu utilises. Les guêpes peuvent les confondre avec du nectar lorsqu'elles sont à la recherche de nourriture. Tu peux aussi avoir du sens pratique dans ta stratégie de défense contre les guêpes. Tu peux utiliser tes vêtements à ton avantage. Porte des manches longues et des pantalons, ne porte pas de sandales. Tu peux éviter d'attirer inutilement l'attention de toute guêpe en portant des vêtements rouges, car c'est la seule couleur de l'arc-en-ciel qu'elles ne peuvent pas voir. Et le plus important, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, est de rester calme. Des recherches ont montré que le fait d'agiter les mains, de paniquer et de provoquer une agitation lorsqu'une guêpe se pose à proximité augmente le risque de te faire piquer. En attendant, continue à aider nos formidables facteurs et laisse ces feuilles de séchage là où elles sont. As-tu déjà vu un concombre de mer allongé sur un lit de sable et pensé qu'il ressemblait à un blob? Ces créatures peuvent sembler molles et sans défense, mais elles ont en fait des stratégies fascinantes pour se protéger. Les biologistes ont découvert des composés chimiques qui permettent aux concombres de mer de se protéger des prédateurs et même de leurs propres toxines. Et devine quoi? Ces composés pourraient être utiles à la santé humaine. Lorsque les holothuries se sentent menacées, elles peuvent expulser des parties de leur corps qui ressemblent à des fils. Ces tubes immobilisent les prédateurs dans une étreinte collante et toxique. La toxicité provient de certains composés chimiques que l'on trouve couramment dans les plantes. Il est intéressant de noter que ces substances chimiques sont beaucoup moins courantes chez les animaux, mais que les concombres de mer ont évolué pour les utiliser à leur avantage. Ces substances sont également connues pour leurs propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Elles sont déjà utilisées dans un grand nombre d'industries, comme les cosmétiques. Mais l'utilisation de ces produits chimiques comme moyen de défense pose un gros problème aux concombres de mer. Ils doivent éviter de se contaminer avec leurs propres toxines. Cela signifie que leurs propres cellules ne doivent pas contenir de cholestérol, la cible à laquelle les toxines se lient et qu'elles transpercent. Les concombres de mer ont donc développé deux types d'alternatives au cholestérol. Il s'agit d'une stratégie d'autodéfense. Si tu peux produire ces substances toxiques, tu dois être capable de ne pas te rendre malade. Aussi intelligent et mignon soit-il, tu sais maintenant qu'il ne faut pas toucher un concombre de mer si tu en rencontres un par hasard à la plage. En parlant de choses à éviter à la plage, passons à l'escargot à cône marbré. Une créature si unique et si dangereuse qu'elle te fera tourner la tête. Cet escargot est un véritable voyageur du monde. On le trouve depuis la pointe sud de l'Inde jusqu'à Okinawa au Japon et au sud-est de la Nouvelle-Calédonie et des Samoa. C'est une aire de répartition impressionnante. Et ce n'est pas seulement l'endroit où on le trouve qui est intéressant, c'est aussi la façon dont il chasse. Cet escargot est peut-être petit, mais c'est un prédateur féroce. Il adore dévorer les autres escargots et parfois même ses propres congénères. Lorsqu'il a faim, il sort sa longue dent blanche et lance un harpon chargé de poison sur sa proie. Et si cela ne suffit pas, il attaquera sa proie plusieurs fois, juste pour être sûr. Quelle détermination, n'est-ce pas ? Une fois que le harpon a atteint sa cible, la proie est immobilisée et ses muscles commencent à se détendre de façon irréversible. Lorsque la proie est sans défense, l'escargot peut commencer à la dévorer. Où peut-on trouver cette redoutable créature, me diras-tu ? On la trouve dans les eaux peu profondes, généralement sur les plateformes des récifs coralliens ou les pinacles des lagons, ainsi que dans le sable, sous les rochers ou parmi les herbes marines. Fais attention où tu mets les pieds la prochaine fois que tu vas te baigner, c'est tout dire. Le bon côté des choses, c'est que le venin de cet escargot est en train d'être développé comme traitement potentiel de la douleur. Certaines des substances chimiques qu'il contient ont été étudiées et se révèlent prometteuses. Qui aurait cru que ce prédateur inhabituel pouvait aussi avoir un côté plus doux ?
La prochaine sur notre liste de créatures à éviter est un petit poisson appelé poisson-pierre. Tu penses peut-être qu'il s'agit d'une jolie petite pierre de compagnie, mais laisse-moi te dire qu'il ne faut pas s'y tromper. En fait, c'est le poisson le plus venimeux de tout l'océan. Ces poissons sont des maîtres du déguisement, se fondant dans leur environnement sur les fonds rocheux ou vaseux des habitats marins de la région Indo-Pacifique. Ce sont de véritables ninjas des mers qui attendent patiemment que leur proie passe à proximité avant de l'attaquer et de l'avaler tout entière. Mais le problème, c'est que l'on peut facilement passer à côté d'un poisson-pierre sans même se rendre compte de sa présence. Je sais ce que tu penses, je ne veux pas marcher accidentellement sur un poisson-pierre. Et crois-moi, tu ne le veux vraiment pas. Ces poissons ont beaucoup d'épines sur le dos et ils libèrent du venin lorsqu'on leur marche dessus. Aïe! Ce venin peut provoquer de terribles douleurs, des gonflements et des lésions tissulaires. Ce n'est pas vraiment une bonne journée à la plage si tu veux mon avis. Mais ne t'inquiète pas, le poisson-pierre n'est pas là pour t'attraper. Il utilise ses épines à des fins défensives et non offensives. Tant que tu ne le déranges pas et que tu ne marches pas dessus, tout devrait bien se passer. Fais simplement attention à l'endroit où tu poses tes pieds et investis peut-être dans des chaussures d'eau. Et si tu te fais piquer, consulte immédiatement un spécialiste. Il est préférable de toujours regarder où tu marches, de traîner les pieds sur le fond pour éviter de marcher directement sur le poisson et de porter des chaussures d'eau si tu te trouves dans une zone susceptible d'abriter des poissons-pierres. As-tu déjà eu le plaisir de rencontrer un poisson-lion de près ? Ce sont des créatures magnifiques, avec toutes leurs couleurs et leurs nageoires qui ressemblent à des ailes et à des accessoires. Il est facile d'être fasciné par leur élégance, mais ne te laisse pas tromper par leur apparence éblouissante. Il ne faut pas se moquer d'eux. En fait, c'est l'un des poissons les plus dangereux de l'océan. En cas de piqûre, tu ressentiras une vive douleur, voire des réactions allergiques. Le poisson-lion injecte son venin par ses nageoires dorsales et pelviennes aiguisées. Ils ne sont pas agressifs et ne te piqueront pas à l'improviste, mais ils se défendront s'ils sont provoqués ou attrapés. Ce n'est pas seulement leur venin qui les rend dangereux, ils possèdent également de minuscules dents. Mais au lieu de les utiliser pour mordre les prédateurs, ils ont quelque chose d'encore plus dangereux, leurs nageoires. Le poisson-lion utilise ses nageoires en forme de colonne vertébrale pour repousser les prédateurs, et malheureusement, les humains en font partie. Ainsi, même s'il est tentant de s'approcher de ce poisson pour lui dire bonjour, il faut se méfier de ses épines acérées. Mais voilà, le poisson-lion peut être mangé. Certains disent qu'ils sont même délicieux. Et comme ils constituent une menace pour les écosystèmes des récifs, leur consommation est encouragée. Il suffit de veiller à retirer d'abord les épines venimeuses. Si tu fais de la plongée avec masque et tuba, ou si tu nages près des coraux dans l'océan Atlantique ou Pacifique, tu rencontreras peut-être ces poissons étonnants. Garde une distance raisonnable entre toi et le poisson-lion, et il ne se sentira pas menacé ou effrayé au point de te piquer pour se défendre. Les oursins peuvent également causer des problèmes si tu tombes dessus. Ne t'inquiète pas, ils ne sauteront pas du récif et ne te lanceront pas des épines. Ils ne sont pas du tout agressifs. Ces créatures sont partout, des rivages rocheux aux récifs coralliens, et sont très répandues dans presque toutes les étendues d'eau salée, y compris dans tous les océans du monde. Il n'est donc pas surprenant que les blessures causées par les oursins soient également assez fréquentes. Mais bon, les accidents arrivent, surtout lorsque nous sommes distraits par une jolie petite tortue ou trop excités à l'idée d'explorer un nouveau site de plongée. Parlons maintenant de leur mécanisme de défense. Ces petites bêtes ont deux moyens de se défendre, leurs épines et ces minuscules structures en forme de mâchoire qui peuvent injecter une substance douloureuse. Certaines espèces possèdent de longues épines acérées qui peuvent facilement percer une combinaison de plongée épaisse et se loger profondément dans ta peau. Aïe aïe aïe! Mais ne t'inquiète pas, éviter les oursins n'est pas sorcier. Essaie simplement de rester conscient de ce qui t'entoure, de faire attention aux épines qui dépassent dans le sable et de contrôler ta flottabilité. Cela t'aidera à rester à quelques mètres au moins des coraux qui peuvent cacher des oursins dans leurs crevasses. Et si une entrée sur le rivage présente de nombreux oursins, choisis un autre site de plongée. Ce n'est pas grave. Parlons maintenant des premiers soins à apporter en cas de piqûre d'oursin. Tremper la zone dans de l'eau chaude pendant 1h30 peut t'aider à décomposer la substance dangereuse et à soulager la douleur. Retire soigneusement les épines à l'aide d'une pince à épiler et rase la zone pour éliminer ces pointes gênantes.
Lave ensuite la zone blessée avec du savon et rince à l'eau douce. Applique également des crèmes topiques si tu en as dans ton sac de plage. Et bien sûr, surveille les signes d'allergie et contacte immédiatement un spécialiste si tu remarques quelque chose d'étrange. Mais n'oublie pas que les oursins ne sont qu'un des nombreux dangers des profondeurs. Il y a aussi les vers de feu barbus, les poissons globes et le corail de feu. Ne soyons donc pas trop durs avec nos petits amis oursins. Après tout, comparé à certaines de ces autres créatures, ils sont plutôt dociles. Tu marches sur la plage en direction de l'eau, mais quelque chose semble différent aujourd'hui. L'eau est d'un vert éclatant et ton nez se remplit d'une odeur bizarre d'œuf pourri. Dois-tu t'approcher pour vérifier quel est ce phénomène ? Non. Arrête-toi tout de suite avant qu'il ne soit trop tard. Ce que tu vois s'appelle une prolifération d'algues nuisibles, également appelée efflorescence algale, et s'en approcher est une très mauvaise idée. Cet amalgame contient des algues qui peuvent produire des gaz toxiques très dangereux. C'est ce qui fait que certains lieux touristiques qui étaient autrefois populaires sont devenus déserts. Tu peux aller sur une plage au bord de la mer ou au bord d'un lac et voir quelque chose qui ressemble à de l'écume de couleur bleu-vert qui flotte sur ou juste en dessous de la surface de l'eau. En fait, cela ressemble à des sortes de traînées de peinture vert vif. Certaines fleurs d'eau, appelées marées rouges, peuvent aussi colorer l'eau en brun ou en rouge. Quoi qu'il en soit, si jamais tu vois quelque chose dans ce genre, essaie de te tenir à l'écart, de contrôler ta curiosité et de ne pas partir à la découverte de ce drôle de phénomène. Lorsque les algues se décomposent, des poches de gaz toxiques de sulfure d'hydrogène se retrouvent emprisonnées sous la croûte. Si tu marches sans le savoir sur une poche pareille, tu libéreras le gaz et pourras l'inhaler accidentellement. Autant te dire que cela risque de se finir tragiquement. Sur certaines plages, les bulldozers empilent les algues dans des camions à benne et les amènent dans des centres spéciaux. Là, les travailleurs sèchent les algues et s'en débarrassent. Mais parfois, ces centres doivent être fermés temporairement. Les algues mélangées à du sable et à de la boue sentent alors tellement mauvais que les habitants ne peuvent pas dormir la nuit à cause de cette puanteur. Il existe 3 types d'algues dangereuses qui peuvent devenir nocives. Les cyanobactéries, les dinoflagellés et les diatomées. Toutes sont composées de minuscules formes de vie flottantes qui utilisent la lumière du soleil pour créer leur propre nourriture. Les proliférations d'algues bleu-vert sont causées par les cyanobactéries. Elles produisent des toxines dangereuses qui détruisent les tissus nerveux. La situation peut devenir tellement grave que les stations d'épuration des eaux ne parviennent pas à se débarrasser de la toxine. Dans ce cas, il est recommandé aux habitants de ne carrément plus utiliser l'eau du robinet. Les dinoflagellés et une sorte de diatomée sont responsables de la création des marées rouges. Elles se produisent principalement dans les baies des océans. Pour qu'une marée rouge se forme, l'eau doit être chaude, salée et riche en nutriments. Ce genre d'efflorescence libère une énorme quantité de toxines différentes. Au Texas, avant, les marées rouges n'avaient lieu qu'une fois par décennie. Aujourd'hui, elles se produisent tous les 3 ans. En Floride, les marées rouges apparaissent tous les ans. Les diatomées sont longues et fines et peuvent produire des substances toxiques nocives pour l'homme. Pire encore, si certains crustacés comme les couteaux mangent beaucoup de ce plancton, ils deviennent eux aussi toxiques. C'est pourquoi les consommer peut mener à une catastrophe. C'est l'une des raisons pour lesquelles on surveille les eaux de la mer. Si les niveaux de toxines deviennent trop élevés, les plages sont fermées pour éviter la récolte des coquillages. Les proliférations d'algues nuisibles peuvent durer de quelques jours à quelques mois. Elles suppriment tout l'oxygène de l'eau et entraînent la disparition de la vie marine. Mais la situation est encore pire lorsque les microbes commencent à décomposer les algues à la fin de cette prolifération. Ils consomment alors encore plus d'oxygène et aucun poisson ne peut plus y survivre. Cela crée d'énormes zones d'eau presque totalement dépourvues d'oxygène et de toute forme de vie végétale ou animale. Les proliférations d'algues nuisibles apparaissent dans les régions où l'eau contient trop de nutriments, et les nutriments les plus courants proviennent de l'agriculture et d'autres industries. De plus, les moussons d'hiver sont devenues plus chaudes et génèrent désormais plus d'humidité. Cela permet aux algues de se rassembler en d'énormes proliférations. Certaines d'entre elles deviennent si énormes que de gros tourbillons verts peuvent carrément être observés depuis l'espace. Mais toutes les proliférations d'algues ne sont pas nuisibles. Certaines d'entre elles ne font qu'ajouter un mauvais goût à l'eau, changer sa couleur ou produire des odeurs dégoûtantes. Malheureusement, tu ne pourras pas distinguer les algues toxiques des algues totalement inoffensives juste en les regardant. Les algues ne sont pas les seuls organismes qui semblent complètement inoffensifs. Voici d'autres habitants marins qu'il ne faut jamais toucher. La méduse Irukandji, qui vit en Australie, semble minuscule et totalement innocente. Mais les apparences sont trompeuses, et ce bébé de la taille d'un ongle humain est en fait mortel. Pendant la saison qui va de novembre à mai, des tonnes de plages sont fermées à cause de ces petites créatures. Ce qui rend les méduses particulièrement dangereuses, c'est leur taille miniature. Tu ne les verras tout simplement pas en nageant. Oups. La pieuvre aux anneaux bleus n'a pas juste l'air parfaitement inoffensive, elle est aussi d'une beauté à couper le souffle. Mais ne te laisse pas tromper par son apparence.
Tu ne voudrais surtout pas tomber nez à nez avec cette créature relativement petite de 20 cm de long. Elle transporte suffisamment de venin pour assommer 26 adultes en quelques minutes. Et une fois que l'animal se sent menacé, tu peux probablement deviner le résultat. En même temps, si on ne la dérange pas, cette pieuvre est absolument docile. La fameuse méduse boîte, nommée ainsi en raison de sa forme cubique, vit dans les océans Indien et Pacifique. Reste à l'écart de cette créature qui possède une cloche carrée et de longs tentacules qui pendent. Et même si tu vois un seul tentacule sans méduse ni rien à l'autre bout, ne t'en approche pas et ne le touche pas. La méduse boîte peut grandir jusqu'à 3 mètres et chacun de ses tentacules possède environ 500 000 harpons microscopiques qui lui servent à injecter du venin. Contrairement aux autres méduses, les méduses boîtes sont des chasseuses. Elles peuvent s'accrocher à toi en enroulant leurs minces tentacules autour d'un de tes membres ou de ton corps. Vu le danger que représente leur venin, je te jure que ce ne sera pas une expérience agréable. L'étoile de mer couronne d'épines a reçu logiquement son nom des épines venimeuses qui recouvrent tout son corps. C'est la 2e étoile de mer au monde en termes de taille. Elle peut mesurer jusqu'à 50 cm de diamètre. Elle se nourrit de coraux et elle mange beaucoup. Une seule étoile de mer affamée peut manger plus de 30 mètres carrés de coraux en un an. Ces créatures ont également tendance à avoir beaucoup de bébés. Elles produisent plus de 500 millions d'œufs à la fois. Vraiment, elle fait bien son boulot. La raie pastenague à taches bleues est assez petite et vit principalement dans l'océan tropical Indien et l'océan Pacifique occidental, près des récifs coralliens. Cette créature ne mesure pas plus de 35 cm de diamètre et présente un motif de couleur assez frappant. Elle est jaune, avec des taches bleues électriques sur le corps et plusieurs bandes bleues sur la queue. Mais même si cet animal est assez joli, il ne faut jamais oublier qu'il est également très dangereux. Il peut te blesser avec les épines venimeuses de sa queue. Tu peux rencontrer des rascasses volantes dans l'océan Pacifique Sud et dans la mer des Caraïbes. Malgré ce que la plupart des gens pensent, il n'y a aucun problème à manger ce poisson. C'est lorsqu'elles sont vivantes que ces créatures présentent un réel danger. Tu peux te piquer accidentellement avec leurs nageoires pointues qui contiennent du venin. Si tu es un collectionneur passionné de coquillages, tu dois connaître de vue l'escargot conique. Avec une longueur d'environ 10 cm, l'escargot a l'air mignon et innocent. Mais cette vision est trompeuse, surtout si tu as affaire à une espèce tropicale. Imagine que tu trouves un joli coquillage et que tu le ramasses. Tu n'as pas peur, tes gants de plongée semblent t'offrir une protection parfaite. Mais les escargots coniques ont de minuscules protubérances en forme d'aiguilles qu'ils peuvent sortir de leur bouche. Et celles-ci sont pleines de neurotoxines mortelles. Ces harpons peuvent facilement traverser le tissu de ta combinaison de plongée. Mais le pire, c'est que son venin contient des analgésiques. Tu ne te rendras même pas compte que tu as été piqué. L'oursin-fleur est entré dans le livre Guinness des records comme l'oursin le plus dangereux de la planète. Ces créatures vivent dans les océans Indien et Pacifique Ouest. Et même si un oursin-fleur ressemble à quelque chose que tu aimerais voir dans ton aquarium, ne le touche jamais. Ils ont suffisamment de venin pour rendre tes vacances extrêmement désagréables. Ou super courtes. Le poisson-pierre est le poisson le plus venimeux du monde et il sait se camoufler. Oh chouette. Il peut si bien se fondre dans l'environnement que tu ne le verras pas, même si tu fais très attention. Il est donc très facile de marcher dessus. Une fois que la créature se sent menacée, comme lorsque tu essaies accidentellement de l'écraser, elle déploie les épines venimeuses qui poussent le long de son dos. Plus la pression est forte, plus le poisson produit de venin. La créature reste dangereuse même lorsqu'elle est hors de l'eau. Les aiguilles de mer d'Indonésie ne sont pas venimeuses, n'ont pas de dents acérées et resteront très probablement aussi loin de toi que possible. Le danger réside dans la forme du corps du poisson. Après tout, on ne l'a pas appelé aiguille pour rien. Les aiguilles de mer nagent près de la surface. En cas de danger, elles se lancent hors de l'eau et leur vitesse peut atteindre 60 km/h. Leur longue mâchoire transforme tout simplement ces poissons en lances volantes. Le poisson chirurgien rayé a reçu son nom en raison des épines qui poussent près de la base de sa queue. Lorsqu'un poisson se sent en danger, il bouge la queue et révèle des épines en forme de scalpel. Si tu ne te dépêches pas de partir, tu peux avoir plusieurs vilaines coupures. N'oublie pas que certaines espèces sont aussi venimeuses. Et surtout, passe une excellente journée à la plage. Si pour une raison quelconque tu décides de réveiller un panda géant endormi ou de le câliner, n'oublie pas que c'est une mauvaise idée. Même les gros chats intrépides, comme les panthères des neiges, n'hésitent pas à déranger les pandas dans la nature. Ceux que tu vois au zoo ne sont peut-être pas très actifs, mais ils ont quand même une mâchoire massive qui peut infliger une morsure puissante. Leur énorme faux pouce leur permet de bien saisir leurs ennemis. La chose la plus déroutante chez le léopard de mer est sa bouche, qui semble toujours souriante. Mais ce sont en fait des animaux plutôt agressifs et des chasseurs solitaires efficaces. Ils aiment jouer au chat et à la souris avec leur nourriture, qui comprend des pingouins, des poissons, des calmars et même des phoques plus petits. Il n'y a pas si longtemps, un phoque léopard a même traîné un biologiste marin sous l'eau. Arrête de jouer avec ta nourriture. Les fourmiliers se nourrissent d'insectes, d'agrumes et d'avocats. Attention, ils n'ont pas de dents, ont une mauvaise vue et une mauvaise ouïe.
un peu comme mon oncle Jean-Michel. Ils ne sont pas agressifs et restent loin des gens, mais si les humains marchent sur leurs traces, les fourmiliers peuvent devenir féroces et se battre. Ils se mettent sur leurs pattes arrière, utilisent leur queue pour s'équilibrer et attaquent avec leurs griffes qui sont assez fortes pour blesser un jaguar ou un Land Rover. Les alpagas duveteux peuvent sembler affectueux, mais ils ont toujours des moyens de se défendre. Ils peuvent cracher jusqu'à 3 mètres et il est préférable d'éviter que cette substance ne se retrouve dans les yeux car elle contient de l'acide gastrique et de l'herbe mâchée. Ils peuvent mordre avec leurs dents de combat acérées qui se trouvent à l'arrière de leur bouche. Et ils ont aussi des orteils souples pour donner un bon coup de pied à leurs ennemis. Ils ne peuvent pas vraiment faire plus de dégâts que ce que tu pourrais obtenir dans une bagarre avec un enfant, mais il vaut mieux ne pas les contrarier. Il y a 3 choses qui font ressortir le mauvais côté d'un diable de Tasmanie. Quand il y a un prédateur à proximité, quand ils sont en compétition pour un partenaire, et quand ils protègent leur repas. Bugs Bunny aussi, mais c'est un dessin animé. Ces types se nourrissent normalement d'insectes, d'oiseaux, de grenouilles et de poissons, et ils préfèrent les fouilles à la chasse. Mais si tu t'introduis dans leur maison pour une raison quelconque, prépare-toi à une morsure douloureuse. Leurs dents sont assez fortes pour ronger à travers les os. Les éléphants sont si intelligents qu'ils comprennent les sentiments des autres éléphants. Et ils essaient même de s'entraider. Ils peuvent aussi se venger des gens qui les ont contrariés. Les éléphants bloquent parfois les routes et se montrent dans les villages des gens qui ont été méchants avec eux. Les éléphants mâles sont particulièrement agressifs quand ils se battent pour les femelles. Fais attention à ces énormes pattes, elles peuvent vraiment faire des dégâts. Tu ferais mieux de préparer ta trompe. Les poissons globes peuvent gonfler jusqu'à plusieurs fois leur taille normale pour se protéger des prédateurs. Mon beau-frère peut le faire aussi. Je plaisante. La plupart des animaux ne devraient pas essayer de les manger de toute façon. Il y a assez de poissons en eux pour achever 30 personnes. Et il n'y a pas d'antidote. Alors si tu es seul, tu devrais inviter des amis pour répandre le poison. Non, je deck. Les cygnes ont tendance à considérer les humains comme le plus grand danger pour leur foyer et leur famille. Les cygnes mâles sont particulièrement agressifs pendant la saison de nidification printanière d'avril à juin. Lorsque les kayakistes, les rameurs ou les pêcheurs s'approchent trop près de leur nid, les cygnes se mettent à siffler et à battre des ailes. Si tu ne fais pas attention à ces signaux d'avertissement, le cygne peut même essayer de retourner ton bateau. Les dauphins sont la seule espèce sur la planète, à part les humains, qui peut prendre la vie d'une autre créature sans raison logique. Les mâles s'attaquent parfois aux femelles ou même aux bébés dauphins, et ils ne le font pas pour se nourrir. Si un dauphin en colère te prend en chasse, tu n'as aucune chance de le semer à la nage. Ils peuvent se déplacer à une vitesse de 32 km/h. La vitesse de pointe du nageur olympique Michael Phelps n'est que de 10 km/h. Il ne peut donc pas t'aider. Les lorisselans sont les seuls primates venimeux au monde. Ils portent du poison dans leur coude. Il est transféré dans leur bouche pendant le toilettage pour protéger leur bébé. De plus, ils effraient les prédateurs tels que les pythons et les faucons aigles en utilisant des marques spéciales qui montrent à quel point ils sont redoutables. Si un lorisselan mord une personne qui se retrouve sur son territoire ou l'agace, il peut en résulter des éruptions cutanées, un choc anaphylactique ou bon, tu sais, pire encore. Malgré leur poids massif et leur corps maladroit, les hippopotames peuvent courir beaucoup plus vite que les humains. Et ils ont des dents beaucoup plus aiguisées. Si tu les gênes dans leur course vers le point d'eau, leur agressivité s'en ressent. Mais avant de t'attaquer, ils te donneront quelques signes d'avertissement. Si tu vois un hippopotame bâiller ou faire un bruit qui ressemble à un rire, cela signifie qu'il est sur le point de s'énerver. C'est assez déroutant, pas vrai ? Les pieuvres à anneaux bleus sont vraiment minuscules, mais leur venin est 1000 fois plus puissant que le cyanure. Elles l'utilisent normalement pour chasser les crevettes, les crabes et les petits poissons. Si cette créature se sent menacée, elle fait clignoter ses anneaux bleus en guise d'avertissement. Si tu ne fais pas attention, elle peut te mordre. Tu ne remarqueras peut-être pas la morsure elle-même, mais quelques minutes plus tard, tu constateras sans doute plusieurs des symptômes. Nausées, engourdissements, et même la perte de tes sens et de tes capacités motrices. Fais donc attention. Les cônes sont une créature très dangereuse. Ils perforent leur victime avec une dent qui ressemble à un harpon, puis leur injectent leur venin. Si un cône plus petit t'attaque, tu auras l'impression que c'est une piqûre d'abeille. Mais si tu as la malchance de rencontrer un plus gros, cela peut provoquer un engourdissement, un gonflement, une paralysie musculaire, des changements dans ta vision et même des difficultés respiratoires. Les bernaches du Canada vivent près des humains depuis des années. Mais elles se méfient toujours de nous, surtout pendant la saison des amours au printemps. À cette période, les mâles peuvent poursuivre et mordre des personnes qui semblent être une menace pour leurs compagnons, leurs œufs ou leurs bébés. Si tu veux éviter d'être attaqué par cet oiseau très en colère, la meilleure chose à faire est de t'éloigner lentement. Les écureuils ont beaucoup d'ennemis, aussi bien dans la nature que dans les villes. Leur superpuissance contre tous est leur vitesse et leur agilité. La plupart du temps, il est tout à fait sûr de s'approcher d'eux, mais ils peuvent toujours être imprévisibles comme n'importe quel animal sauvage.
Ils mordent de temps en temps et attention, ils sont porteurs d'infections comme la rage. Ils sont plus susceptibles de s'en prendre à des animaux domestiques ou à tes enfants, mais ils peuvent aussi mordre des adultes. Alors pour être sûr, marche toujours derrière tes animaux domestiques ou tes enfants pour les utiliser comme bouclier. Ah, je déconne. Si jamais tu vois un kangourou se lever sur ses pattes de derrière, recule. C'est leur façon de t'avertir qu'ils pensent que tu es une menace pour leur femelle ou leur nourriture. Ce sont de vrais pros de la boxe. Ils ont de très longues pattes et des griffes acérées. Les kangourous sautent en l'air pour donner une force supplémentaire à leurs coups de pied qui sont assez puissants pour briser des os. L'ornithorynque n'a pas de dents et il se nourrit principalement d'insectes et de crustacés. C'est l'un des 2 seuls mammifères qui pondent des œufs. Mais ces espèces étranges peuvent quand même te faire du mal. Les mâles ont des éperons aigus cachés sur les talons de leurs pattes arrière. Ces éperons contiennent un venin assez puissant pour tuer un chien. Les koalas s'hydratent principalement en mangeant des feuilles d'eucalyptus. Et leurs dents et leurs griffes acérées leur procurent toute la protection dont ils ont besoin. Lorsqu'un koala griffe quelqu'un qui veut le câliner un peu trop fort, il peut transmettre des infections désagréables. Les ratons laveurs peuvent facilement s'adapter à n'importe quel environnement, y compris ton derrière. Ils s'attaquent rarement aux humains mais peuvent endommager tes biens et te rendre malade. Ils vont partout pour trouver de la nourriture, des poubelles aux nids d'oiseaux, et c'est là qu'ils peuvent attraper un grand nombre d'infections différentes. Outre la maladie, les ratons laveurs peuvent donner aux humains de vilaines blessures qui mettent du temps à guérir. Lorsqu'il pense que tu menaces sa digue, un castor se met à frapper l'eau avec sa queue en guise d'avertissement. Si tu l'ignores, il essaiera d'utiliser ses dents acérées contre toi pour protéger sa famille. Il est donc préférable de se contenter de faire demi-tour et le laisser tranquille. Les loutres passent une grande partie de leur temps à nager sur le dos et elles ne se soucient pas de nettoyer après elles. C'est pourquoi elles laissent toujours traîner des morceaux de poisson qui attirent les insectes porteurs de maladies. En plus d'être très désordonnées, elles ont aussi des dents puissantes qui peuvent être utilisées contre tout visiteur indésirable. Les cassowaries sont les oiseaux les plus dangereux de la planète. L'un d'eux peut peser autant qu'un adulte humain et ils possèdent de longues et puissantes pattes et des griffes acérées. Ils peuvent te poursuivre à une vitesse de 48 km/h. Mais heureusement, ils essaient d'éviter les combats. Mais si tu ne veux pas être la cible de leurs mouvements de karaté, garde une distance de sécurité et ne les provoque pas. Compris ? Bien. Bon, c'est un jeudi soir pluvieux et tu es bien au chaud dans ton fauteuil avec une tasse de chocolat chaud et une nouvelle vidéo sympa. Soudain, tu vois une ombre effrayante au-dessus de toi. Il y a un monstre sur le mur avec 100 pattes et des antennes sur la tête. Tu commences à composer le 112 et appeler ta mère en même temps. Mais pendant que tu es au téléphone, ton invité se déplace à la vitesse de l'éclair. 2 secondes et tu ne le vois plus. Tu prends un balai et tu te caches dans ton placard. De tes mains tremblantes, tu ouvres le navigateur et tapes « Bête effrayante dans ma maison ». Tu fais défiler les pages avant de trouver enfin la bonne. 1000 pattes de maison. Il s'avère qu'il possède 15 paires de pattes, 2 yeux bien développés et 2 longues antennes très sensibles qui lui servent à capter les odeurs et les vibrations. Il transporte du venin dans les pattes situées près de la tête et de la bouche. Et il peut tenir plus d'une proie entre ses pattes en les utilisant comme un lasso. Tout cela fait de ton invité un excellent chasseur. Globalement, toutes les pages web que tu regardes te disent de laisser la bête tranquille et de te réjouir qu'elle soit chez toi. Beaucoup de gens essaient de s'en débarrasser, mais les 1000 pattes de maison sont un moyen naturel et gratuit de lutter contre les parasites dans ta maison. Ils t'aideront à te débarrasser des insectes, des mouches, des fourmis, des mites, des araignées, des termites et même des cafards. Quant à toi, en tant qu'humain, tu ne fais tout simplement pas partie de leur menu. Ce sont des chasseurs nocturnes actifs et ils ne laissent ni toile ni quoi que ce soit d'autre nulle part. Ils ne construisent pas non plus de nid dans les maisons et ne grignotent pas tes meubles, tes vêtements, ta nourriture ou tes animaux de compagnie. Ils se déplacent sans faire de bruit et sans laisser de traces de saleté derrière eux. Les 1000 pattes de maison ne sont porteurs d'aucune maladie et dans 99% des cas, ils sortent la nuit quand on ne les voit pas. Ils bougent sans cesse à la recherche de proies. Comme ils se déplacent rapidement, il est possible que tu ne les vois pas du tout. Ils n'essaieront de mordre que si tu les attaques en premier. Et même dans ce cas, ils ne peuvent pas mordre à travers la peau. Leur morsure ressemble à une petite piqûre d'abeille, rien de trop fort. Cela ne semble pas si horrible et tu es presque prêt à sortir de ta cachette. Ah, tu cries comme une fillette, il est encore là. Vite, tu ne te sens toujours pas à l'aise de partager ta maison avec cette créature à plusieurs pattes.
Tu prends un bocal et un papier, elle court à travers la pièce, elle est sous l'étagère, attend qu'elle sorte pour l'attraper. Tu éteins les lumières pour qu'elle se sente plus à l'aise. Elle ne bouge plus et c'est fait. Tu l'emmènes dehors en espérant qu'elle fera encore son travail de lutter contre les parasites. Tu décides de protéger ta maison contre d'autres hôtes indésirables. Alors les mille pattes de maison aiment l'humidité et adorent surtout traîner dans les salles de bain et les sous-sols. Tu descends les escaliers et rebouches toutes les fissures dans le sol et les murs. Tu vérifies l'étanchéité de tous les tuyaux de la salle de bain et de la cuisine. Parfait! Il est maintenant temps d'aller dehors et d'enlever les feuilles et les branches sèches. Les mille pattes adorent se cacher dessous. Tu as bien travaillé cette nuit. Tu décides de regarder la télévision. Aïe, quel monstre! C'est une araignée Goliath, la plus grande araignée du monde. Et tout comme le mille-pattes, elle a l'air bien plus effrayante qu'elle ne l'est en réalité. Le régime du Goliath comprend des insectes, des grenouilles et des rongeurs. Elle vit dans le nord de l'Amérique du Sud. Malgré son énorme taille, elle ne peut pas blesser un humain avec son venin, pas plus qu'une piqûre d'abeille. Le prochain invité de l'émission est le requin-baleine. Ce n'est évidemment pas un insecte, c'est le plus grand requin et poisson du monde. Il est un peu plus grand qu'un bus de 2 étages et aussi lourd que 5 éléphants. Il possède 300 petites dents dans la bouche et les utilise pour manger du plancton et parfois des poissons. Le requin-baleine nage lentement et est le plus gentil de tous les requins. Il joue même avec les plongeurs. En fait, les humains sont plus dangereux pour eux qu'ils ne le sont pour les humains. Malgré son énorme taille, le mille-pattes géant africain est un gars timide qui préfère se cacher sous les rochers toute la journée. La seule chose qu'il peut attaquer, ce sont les feuilles sèches sur le sol. Ainsi, il joue son rôle pour l'environnement. Les diables cornus de l'Australie sont des lézards qui ont des piques effrayantes sur tout leur corps. Ils se déplacent dans les broussailles et les déserts à la recherche de fourmis. C'est leur unique repas et ils peuvent manger des milliers de petites fourmis par jour. Ils les attrapent avec leur langue collante. Ils utilisent leurs pics pour se protéger des prédateurs et ne s'attaquent jamais à un humain. Leur super pouvoir est de changer de couleur en fonction de la température. Les Centuriocénex vivent en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Ces chauves-souris ne mangent que des fruits et la forme de leur visage et de leur peau les aide à les attraper. Elles ont de terribles manières à table et mettent complètement leur visage dans leur repas. Toutes ces rides permettent au jus de fruits de s'écouler directement dans la bouche. Oh, quelle bonne idée! Je devrais essayer cela moi aussi. Les ayés-ayés sont des lémuriens qui vivent à Madagascar. Une vieille superstition locale dit que rencontrer l'un d'entre eux porte vraiment malheur. En fait, ce sont des créatures inoffensives qui se nourrissent d'insectes et de larves. Ils tapent rapidement sur les troncs d'arbres pour trouver de la nourriture et la sortir avec leurs longs doigts du milieu. Les ayés-ayés préfèrent rester sur les arbres et se posent à peine sur le sol, de sorte qu'il est peu probable que tu en vois un de toute façon. Si jamais tu vas au Népal ou en Inde et que tu tombes sur un crocodile avec un nez long et étroit, ne panique pas, c'est un gavial. Les crocodiles sont leurs parents les plus proches, mais les gavials n'en sont pas réellement. Ils constituent une espèce unique. Leur nez bizarre est parfaitement adapté pour attraper des poissons. C'est leur nourriture préférée. Ces animaux sont des parents aimants et attentionnés et sont des créatures super timides. Ils se cachent des humains et ne les attaquent jamais. Les serpents laitiers de l'Est ressemblent énormément aux serpents corail, mais contrairement à cette créature très venimeuse, ils sont totalement inoffensifs. La nature leur a donné des anneaux de couleur vive pour tromper les potentiels prédateurs et leur faire croire que ce sont des serpents corail. Grâce à ce mimétisme, ils survivent dans différents endroits, des plaines rocheuses aux zones agricoles et aux granges. Certaines personnes possèdent même des serpents laitiers comme animaux de compagnie. Ok, mais il vaut mieux que tu vérifies bien les motifs de couleur avant. Les tortues mata-mata sont super paresseuses. Elles ne nagent même pas, mais marchent dans les ruisseaux et les marécages, où le débit d'eau est très réduit. Elles ne sortent de l'eau que pour pondre des œufs. Les mata-mata ne chassent pas, mais attendent que leur nourriture passe. Lorsqu'elles voient un poisson, elles tendent le cou et l'avalent comme un aspirateur. Elles doivent le faire parce que leurs mâchoires ne peuvent même pas mâcher. Les pauvres! La diacrisie de Virginie a aussi peur de toi que toi d'elle et essaie d'éviter le contact à tout prix. Leurs nourritures préférées sont les feuilles, bouleaux, saules, érables, noix, choux, etc. Elles mâchent les parties charnues et laissent le squelette de la feuille derrière elles. Si tu les embêtes vraiment, elles essaieront de se protéger. Mais la marque la plus grave qu'elles peuvent t'infliger est une légère irritation de la peau. Si tu les embêtes vraiment, elles se serviront d'un nunchaku. Aïe! Mais non, je plaisante.
Les vautours ont un bec et des serres tranchants et une réputation de méchants. Mais en fait, ils ne blesseront jamais un être vivant. Leur préférence culinaire se porte sur les carcasses d'animaux. Miam! De cette façon, ils font du monde un endroit plus propre et plus sain, en contrôlant les cadavres, quoi. Contrairement à la plupart des oiseaux qui ont une vision à 360 degrés, les vautours ne se concentrent que sur ce qui se passe en dessous d'eux avec leur vision à 60 degrés. Les isopodes géants sont de proches parents des crevettes et des crabes qui vivent dans les profondeurs de la mer. Leur corps ressemble à celui d'un extraterrestre avec des dizaines de griffes aiguisées sur le ventre et 4 jeux de mâchoires pour chasser. Mais ils n'ont pas toujours de nourriture autour d'eux. C'est pourquoi ils ralentissent leur métabolisme pour économiser de l'énergie et vivent constamment en semi-hibernation. Lorsqu'ils sont en danger, les isopodes géants se recroquevillent en une petite boule et se cachent pour que personne ne puisse les trouver. Le condylure étoilé a la taille d'un hamster et est la mangeuse la plus rapide du monde. Elle presse cette étoile effrayante sur le sol pour découvrir ce qu'il y a dans 10 à 12 endroits différents en 1 seconde. L'étoile contient 100 000 fibres nerveuses qui envoient des informations au cerveau de la taupe. Pas mal comme manière de compenser leur vue quasi inexistante. Cela lui sert pour chasser des insectes facilement, tout en étant parfaitement inoffensif pour l'homme. Les amblipiges, contrairement à leurs congénères scorpions, ne transportent pas de venin ou de toxines et ne peuvent pas mordre, piquer ou blesser les humains de quelque manière que ce soit. Ils ne peuvent même pas mâcher, alors ils s'assoient et attendent le passage d'un insecte qu'ils détectent avec leurs pattes. Ils font d'excellents animaux de compagnie et leurs propriétaires peuvent les poser sur leur visage sans avoir de crainte. C'est bon, tu y vas en premier, moi je vais... regarder d'ici. Quand tu penses aux oiseaux les plus dangereux du monde, il se peut que ce soit des aigles ou des vautours qui te viennent à l'esprit. Étonnamment, les casuaridés peuvent causer bien plus de dégâts que les fameux oiseaux en colère mentionnés plus tôt. C'est le 3e plus grand oiseau du monde et le 2e plus grand dangereux après l'autruche et le meux. Le casoar est l'un des oiseaux les plus dangereux car son coup de pied féroce peut être fatal à un homme ou à une autre créature plus petite. Les plus grandes espèces de casoars peuvent être aussi grandes qu'une personne ordinaire et peser tout autant. Tout comme toi, ces oiseaux grassouillés ne peuvent pas voler, mais ils courent vite, alors n'essaie pas de leur échapper. Ils peuvent t'atteindre même dans l'eau, car ce sont de grands nageurs. Ils peuvent courir aussi vite que 50 km/h, donc tu pourrais avoir besoin d'une voiture pour t'échapper si l'un d'eux est en colère contre toi. Ne t'inquiète pas, leurs attaques sont assez rares de toute façon. Les cygnes tuberculés sont de magnifiques créatures gracieuses. Enfin, ça c'est ce qu'on pense tous. En vérité, toucher un de ces oiseaux de 13 kg est une très mauvaise idée. Ils ont des éperons osseux dans leurs ailes qu'ils utilisent pour détruire leurs ennemis. Leur envergure est d'environ 2,5 mètres et ils peuvent te gifler avec tout ça. Et ils mordent aussi. Ne t'approche jamais trop près de l'un d'eux. Ils s'en prennent régulièrement aux humains, surtout si l'oiseau a des petits à proximité. Au passage, les cygnes peuvent siffler fort et même aboyer. Voilà là d'excellents signaux d'alarme pour t'avertir que tu empiètes trop sur leur territoire. Les humains et les pies ont toujours eu des relations bizarres du genre amour-haine. Ces oiseaux de taille moyenne peuvent parfois être assez agressifs, mais si tu les traites bien, vous deviendrez probablement amis. Les pies peuvent reconnaître les visages humains et elles reviendront certainement sur ton balcon si tu leur offres quelque chose de délicieux. Si tu offenses une pie, elle s'en souviendra aussi et sera un peu rancunière. Alors fais bien attention. Les pélicans sont les symboles de l'amour et on dit qu'ils sont prêts à sacrifier leur propre vie pour protéger leur progéniture. Ah, maintenant on comprend pourquoi ils peuvent avaler la proie entière sans même la mâcher ou la déchirer. Tu ne veux tout simplement pas t'approcher de leur nid. Bien sûr, tu n'es pas un petit poisson et les becs de pélicans sont trop petits pour un être humain, mais quand même, tu ne veux pas être mordu, on est d'accord? Ok, celui-ci t'effrayera rien qu'avec son nom. Un bec en sabot du Nil est un oiseau d'une taille impressionnante, jusqu'à 1,5 mètre de haut. Juste en dessous de la taille moyenne d'un homme. Pas étonnant qu'il puisse combattre un crocodile. D'accord, un bébé crocodile, mais il n'a besoin que de sa mâchoire super puissante pour gagner en une seule fois. Toujours pas peur? Il fait des bruits qui font froid dans le dos, un peu comme dans un blockbuster. Si tu penses que ces autruches lâches ne représentent aucun danger, tu te trompes 2 fois. D'abord, elles ne se mettent pas la tête dans le sable. C'est une illusion d'optique. Eh oui, comment sont-elles censées respirer dans le sable? Deuxièmement, ce sont des parents poules, très protecteurs. Alors si tu veux t'approcher de leurs petits, sache qu'ils peuvent courir aussi vite qu'une voiture de ville. Toujours pas inquiet? Eh bien, tu devrais pourtant. Les autruches sont les parents vivants les plus proches des T-Rex avec les poulets.
Les oadzins ont l'air tout à fait inoffensifs, sauf pour leur odeur fétide, mais c'est une autre histoire. Mais leurs bébés ont des ailes réputées. Les clapets des poussins ont 2 griffes distinctes qui sont polyvalentes. Premièrement, ils sont une sorte de protection contre les prédateurs et deuxièmement, ils les aident à grimper aux arbres au cas où le bébé serait hors du nid. Une fois qu'ils ont grandi, les griffes disparaissent comme des dents de lait. La taille n'a pas toujours une grande importance. Si tu étais un colibri, tu devrais manger presque 150 kg de nourriture par jour pour maintenir un poids normal avec le métabolisme de ce petit oiseau. Mais sa durée de vie serait également beaucoup plus courte, de 3 à 5 ans seulement. Si tu te teins les cheveux, tu as probablement plus de points communs avec un vautour que tu ne le penses. Nous sommes probablement les 2 seules espèces au monde qui utilisent la teinture exprès. Les vautours teignent leurs plumes avec de la terre rouge pour montrer leur domination sur les autres oiseaux. Les humains, nous on aime tout simplement les changements. Les condors de Californie ne sont peut-être pas aussi gros qu'un avion, mais ils sont quand même énormes. Leur envergure est de près de 3 mètres. Ils sont potentiellement dangereux pour les gens, mais les chances que tu en rencontres un jour sont minces. Il n'y en a qu'environ 200 aux États-Unis. Te voilà en train de chercher quelque chose de délicieux dans le frigo, mais tu ne vois pas ce dont tu as vraiment envie. Si tu étais une grive à lunule, tu lâcherais un gros P. Cela semble dégoûtant, mais c'est apparemment ainsi que ces oiseaux trouvent les vers de terre cachés. Une attaque de gaz pour les assommer et voilà, ils sont maintenant une cible facile. On se bouche le nez et hop, bon appétit bien sûr. Ok, assez de ces histoires farfelues. Regardons vers le ciel. Tu ne t'attendrais pas à voir un oiseau venimeux sur cette liste, mais hélas, je te présente le pitoi bicolore. Les scientifiques ont découvert qu'ils étaient venimeux lorsqu'ils ont commencé à ressentir des engourdissements et des sensations de brûlure après avoir manipulé ces oiseaux. Il y a beaucoup de toxines dans leurs plumes, surtout sur le dessous. Les oiseaux ne produisent pas de toxines eux-mêmes, ils les obtiennent probablement des coléoptères qu'ils mangent. Et que dire de l'oie armée de Gambie ? Elles sont également connues pour leur toxicité. Et cette toxicité provient de la consommation de méloïdés. On peut les toucher sans danger, mais en manger un peut avoir des conséquences irréversibles. La toxine subsiste même après la cuisson. Un autre oiseau que tu ne veux pas manger est une caille commune. Ne la confonds pas avec une caille japonaise qui est généralement conservée comme volaille. Les cailles communes peuvent être vraiment toxiques et entraîner des conséquences aussi terribles qu'une insuffisance rénale. Tout dépend des plantes que cet oiseau mange. Bonne nouvelle, elle n'est venimeuse que pendant la période de migration, mais elle est délicieuse et sans danger en dehors de la migration. Si tu n'es pas sûr, il vaut mieux éviter de l'avoir dans ton assiette, à moins que tu ne veuilles avoir des douleurs musculaires. Si tu aperçois un mignon harfang des neiges, tu ferais mieux de fermer les yeux et de fuir. Ils ont peut-être l'air innocents, mais ils possèdent en fait des serres acérées comme des rasoirs, dont ils savent parfaitement se servir. Ils les dirigent vers les parties les plus vulnérables, comme la tête, les yeux. Tu l'as compris, ne te frotte pas à un harfang des neiges. Une autre espèce que tu ne veux pas côtoyer, c'est le pitoi châtain. Ce petit oiseau et ses yeux si innocents... Non, ne te laisse pas avoir. Souviens-toi bien de leur apparence et ne les touche jamais. Ils sont aussi venimeux que les fameuses grenouilles et flèches empoisonnées d'Amérique centrale et du Sud. L'Ifrita de Cowald est peut-être minuscule, mais elle a un mécanisme toxique qui rend ce petit oiseau invincible. Il ne mange que certains types de coléoptères qui lui fournissent des toxines spéciales. Même si tu le touches, tu seras probablement engourdi par l'intoxication. Il est immangeable car les toxines ne disparaissent pas même lorsqu'il est cuit. Les aigles royaux sont les moteurs du monde des oiseaux. Ils peuvent porter des poids allant jusqu'à 1,8 kg. Ils capturent facilement les tortues et autres proies. Ces puissants oiseaux sont assez forts pour voler un bébé, mais ils ne le font jamais. De plus, en Mongolie, les gens utilisent même ces aigles pour chasser le loup. Les bernaches du Canada vivent près des humains depuis des années, mais elles se méfient toujours de nous voir approcher leur habitat, surtout au printemps, la saison des amours. Pendant cette période, les femelles peuvent poursuivre et mordre les personnes qu'elles considèrent comme une menace pour leurs œufs, leurs compagnons ou leurs bébés. Si tu veux éviter d'être attaqué par ces oiseaux très en colère, la meilleure chose à faire est de reculer très doucement. Les mouettes romantiques dans le ciel ne semblent pas causer beaucoup de problèmes. Le pire qu'elles puissent faire est de lâcher quelques excréments non désirés. Cette impression est assez trompeuse, car ces oiseaux sont très agressifs. Comme tous les oiseaux de leur espèce, ils n'attaquent pas parce qu'ils en ont envie. La règle est donc très simple, ne touche pas ces oiseaux et reste loin de leur nid. Lorsque la machine à remonter le temps sera enfin inventée, fais particulièrement attention avec les oiseaux du passé.
Les vélociraptors qui étaient sur Terre à l'époque, tout comme le reste des dinosaures, avaient des serres et des plumes. Il s'agissait donc de véritables oiseaux et non de lézards écailleux. Au fait, ce sont les serres pointues dont il faut avoir peur. Elles peuvent couper n'importe quoi. Attention si tu décides de partir dans le futur aussi. Tu ne sais jamais ce qui peut t'attendre là-bas. Tu es donc chez toi, en train de boire ta tisane, sous un plaid, en mode bien cosy, quand tout à coup, tu vois un énorme moustique. Ses pattes longues et traînantes font la taille de la paume de ta main, et il se heurte maladroitement à tous les obstacles qu'il rencontre. Malgré son apparence maladroite, il reste super flippant. Et s'il était porteur de la malaria ? Et s'il te dévorait vivant pendant ton sommeil ? Lentement, pour ne pas attirer l'attention du monstre sur toi, tu glisses hors de ton fauteuil et cours vers la salle de bain. Tu t'y enfermes et tu ouvres Internet sur ton portable. Quelques secondes plus tard, tu pousses un soupir de soulagement. Il s'avère que c'est juste un cousin, ou araignée d'eau, pas du tout un moustique. Elle peut ressembler à une bête féroce, mais elle est en fait pacifique et même sans défense. Beaucoup d'araignées d'eau n'ont même pas de bouche, alors elles ne mangent pas du tout. Et celles qui ont une bouche ne mangent que du nectar de fleurs sucrées. Les araignées d'eau sont vraiment maladroites dans les airs. Leurs ailes plutôt courtes ne font pas le poids face à leur corps énorme et à leurs longues pattes. Alors, elles sont lentes et il est facile de les attraper. Les oiseaux et les grenouilles, ainsi que les chauves-souris et les chats, les adorent comme une friandise. Leur seule façon d'éviter d'être mangés est de perdre un membre. Leurs pattes se cassent facilement, même si rien ne les touche. Et si tu n'es toujours pas convaincu de ne pas t'empresser de mettre le feu à ta maison quand tu en vois une, considère ceci. Les araignées d'eau peuvent te dire si l'eau de la piscine dans laquelle tu vas te baigner est de bonne qualité. Si tu vois ces insectes au-dessus de l'eau, tu peux y aller. De plus, les pêcheurs font souvent ressembler leurs appâts à des larves d'araignées d'eau. Cela les rend plus appétissants pour les poissons. Mais en cherchant sur Google, on se retrouve vite absorbé dans la lecture d'articles sur des insectes bizarres et assez dingues. Par exemple, voici le Catacanthus, aussi appelé punaise puante à visage humain en anglais. Non, elles ne puent pas vraiment, du moins pour les humains. Elles émettent des phéromones qui attirent d'autres punaises, leur faisant savoir qu'il y a de la nourriture à proximité. Sa caractéristique la plus particulière réside dans son nom. Une punaise à visage humain a un visage sur le dos, avec 3 points noirs dessinés sur le rouge. La couleur vive de son dos avertit les prédateurs que la punaise n'est pas vraiment savoureuse, voire peut-être même venimeuse, tandis que les yeux noirs attirent leur attention sur la tête vulnérable. L'Acaria stimulea, appelée chenille à sel en anglais, porte bien son nom aussi. Elle ressemble à une créature d'une autre planète avec une selle vert vif sur le dos. Et la selle est malheureusement la seule partie de la bestiole à laquelle on peut toucher en toute sécurité. Les épines que l'on voit sur tout le reste de son corps sont pointues et très venimeuses. Si tu veux lui donner une tape amicale sur le dos, assure-toi de ne toucher à rien d'autre. Maintenant, voilà un scarabée titan. Voici le plus grand coléoptère du monde. Il peut atteindre la longueur de ta main, paume et doigt compris. En voir un dans la nature peut être une expérience choquante, surtout s'il te fonce droit dans la figure. Mais ne t'inquiète pas, heureusement, ce géant est placide et ne mord pas si tu ne lui veux pas de mal. Mais si tu le provoques, ne laisse jamais ses mandibules te toucher. L'insecte sifflera et mordra avec suffisamment de force pour fendre un crayon en deux. Ce qui est intéressant, c'est qu'un scarabée adulte ne se nourrit pas du tout. Il n'a pas besoin de nourriture pour survivre. En tant que larve, il reçoit suffisamment d'énergie pour assurer sa subsistance, même lorsqu'il est adulte. J'aimerais bien avoir cette capacité. Un insecte encore plus menaçant est un veta géant. Résidant en Nouvelle-Zélande, ces créatures ressemblant à des grillons donnent l'impression que quelqu'un a oublié de fermer le portail vers l'enfer. Un corps massif et costaud, avec 6 pattes épineuses, de longues antennes d'apparence extraterrestre et de grosses mandibules qui pourraient facilement couper de l'acier. Eh bien, en fait, ces insectes géants sont assez pacifiques et ne mordent pas à moins d'être provoqués. Et même s'ils le font, ce n'est pas aussi grave que tu pourrais le penser. Il y a des vidéos avec des vétas qui mordent les mains de personnes qui les tiennent et ne font aucun mal. Ne te laisse donc pas effrayer, même si un tel insecte peut peser plus lourd qu'un moineau. Les atlas ont l'air d'avoir 3 têtes, dont 2 de serpents. Ces jolis papillons nocturnes ont des formes étranges à l'extrémité de leurs ailes, qui ressemblent à des têtes de serpent. Cela semble être leur mode de défense contre les prédateurs. C'est aussi pour cette raison qu'on les appelle parfois les papillons cobras. En Asie du Sud-Est et en Inde, où ils habitent normalement, les papillons atlas se retrouvent souvent dans les fermes à papillons, produisant de la soie. Et ça, c'est un spectacle impressionnant.
L'envergure des ailes d'un de ces papillons peut atteindre 25 cm. C'est plus grand que ta main. Les araignées pans sont peut-être les arachnides les plus mignons du monde, après leurs cousins sauteurs. Elles sont si petites que tu ne remarquerais même pas qu'une araignée se faufile dans ta cuisine. Mais si toutefois tu as l'occasion de les regarder de plus près, fais-le. Les araignées pans sont magnifiques. Elles ont de grands yeux semblables à des perles, un manteau bleu et rouge brillant et un adorable duvet sur le corps et les pattes. Et leur danse de parade nuptiale, c'est quelque chose. Dommage qu'elles ne vivent qu'en Australie. Un autre papillon sur la liste, le morosphinx. Tu te souviens de l'Atlas et à quel point il était énorme? Eh bien, celui-ci est aussi grand qu'un colibri et ressemble beaucoup plus à son homonyme que cela. La vitesse à laquelle il bat des ailes, sa longue langue pour boire le nectar des fleurs et même le bruit qu'il fait en volant, tout cela t'amène à te demander si c'est vraiment un papillon après tout. Bien sûr, cette créature est absolument inoffensive et tu devrais t'estimer chanceux si jamais tu en vois une. Le Macracantha arcuata est l'un des arachnides les plus inhabituels au monde. C'est une araignée ordinaire à tous égards, mais pour une raison quelconque, elle possède 2 longues cornes courbées sur son dos. Le dos lui-même est orange vif pour éloigner les prédateurs. Le rouge signifie le danger. Mais les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi cette araignée a besoin de ses dents. Alors voilà là une toile de mystère pour toi. Le doux bruissement des feuilles en dessous, un tas d'entre elles qui bougent légèrement et une grande corne puissante apparaît. C'est un dynaste Hercule, l'un des plus gros coléoptères de la planète. Plus de la moitié de sa taille provient de cette corne sur sa tête. Grâce à ce merveilleux appendice, tu sais exactement que c'est un mâle. Les femelles n'en possèdent pas. Pourtant, le nom ne vient pas seulement de la corne, mais aussi de l'incroyable capacité de ce géant à transporter des charges extrêmement lourdes. Sa force n'est dépassée que par celle des bousiers. Un Hercule peut transporter jusqu'à 850 fois son propre poids. Si tu vois un jour un insecte à 5 têtes portant une casquette pointue, sache que tu n'es pas sur une autre planète. C'est un Bosidium globulare, tout droit sorti d'un film de science-fiction et direct sur ton écran. Cet insecte est un véritable mystère. Il est petit et discret et on ignore encore beaucoup de choses à son sujet. Personne ne sait exactement pourquoi les Bosidium globulare ont ces boules de poils sur la tête, mais ils n'ont qu'une seule tête en tout cas. Si tu vas te baigner dans un étang d'eau douce, quelque part sous les tropiques d'Amérique centrale ou d'Afrique, fais attention à tes orteils. Tu peux te faire attraper par une punaise d'eau géante qui les chasse. C'est un insecte prédateur et le plus grand de son genre. Pas étonnant qu'on l'appelle communément la puce de l'alligator et le croqueur d'orteils. La morsure de ce monstre aquatique est vraiment très puissante. Il attrape sa proie avec ses pattes avant et la dévore lentement. Et quand je dis qu'il s'agit d'un prédateur, je n'exagère rien. La nourriture préférée des punaises d'eau géantes sont les poissons et les amphibiens. Malgré leur nom, les mouches scorpions ne sont pas apparentées aux scorpions. Elles doivent ce surnom à leur queue qui ressemble beaucoup à celle des célèbres arachnides. Voir un scorpion volant est au mieux un spectacle intimidant. Mais n'aie pas peur pour autant, ces créatures sont petites et douces et elles ne peuvent même pas te mordre. Seuls les mâles ont une telle queue et ils l'utilisent pour attirer les femelles. Hey! Maintenant, regarde cette brindille et essaie de deviner. Y a-t-il quelque chose de vivant dessus ou non? Oui et non. Cette brindille n'est pas du tout une brindille, c'est un phasme. Ces insectes ont développé un camouflage fascinant. Ils sont longs et discrets, capables de rester immobiles pendant des heures, ce qui les fait ressembler à des brindilles sèches. Mais dès que tu en touches un, il s'en va sur ses pattes dégingandées. Grâce à leur apparence, les oiseaux prédateurs ratent souvent les phasmes dans le feuillage dense, et leurs cousins australiens dégagent une odeur agréable, un peu comme du beurre de cacahuète. Miam! C'est l'heure du grand nettoyage de printemps. Tu te munis d'un chiffon et d'un balai pour te débarrasser de toutes ces toiles d'araignée sur tes fenêtres. Elles n'ont aucune chance cette fois-ci. En enlevant une toile d'araignée après l'autre, tu remarques soudain de la boue aux formes étranges coincée sous le toit et le porche. Qu'est-ce que c'est? Tu t'en rends compte tout à coup, il doit s'agir de nids de guêpes maçonnes. Avec tant de nids côte à côte, il doit y avoir un essaim. Heureusement, les guêpes maçonnes sont des insectes solitaires. Ouf! Toutes ces petites huttes de boue sont remplies d'araignées paralysées. Parfois jusqu'à 500 araignées peuvent être piégées dans ces casiers, attendant juste que les jeunes guêpes éclosent. Si le nid a des trous, cela peut indiquer qu'il est vieux ou abandonné, car les guêpes maçonnes percent des trous pour quitter leur nid. Si tu veux les enlever, il est préférable d'attendre la nuit quand elles ne sont pas aussi actives. Bien qu'elles soient assez placides, si elles se sentent menacées, elles n'hésiteront pas à piquer.
On dirait qu'un insecte a été conçu à moitié, puis que son créateur s'est interrompu. Le grillon taupe semble vraiment venir d'un autre monde. Avec des griffes de taupe, un corps de grillon et une tête de crevette, cette créature est un peu l'ornithorynque du monde des insectes. Il n'est pas venimeux et ne mord que si tu le prends au piège dans ta main. Et si tu l'ennuies vraiment, il a un autre atout dans sa manche, ses ailes. Elles peuvent cracher un liquide brun qui sent mauvais, tout comme la moufette. Alors laisse-les juste quitter ta maison et il n'y aura rien à nettoyer. Les bassins rocheux sont pleins de toutes sortes de plantes et d'animaux. Des créatures marines comme les étoiles de mer, les herbes marines, les bernards l'ermite, les petits poissons et toutes sortes de pieuvres. Si tu croises cette petite pieuvre à anneau bleu, il vaut mieux la laisser tranquille. Elle clignote en bleu néon pour une bonne raison. Cette pieuvre miniature a une morsure venimeuse 1000 fois plus forte que le cyanure et sans antidote disponible. N'essaie pas de la chatouiller avec un bâton ou d'en ramasser une, ça ne vaut pas le voyage à l'hôpital ou à la morgue. Les serpents terrestres ont beau être effrayants, les serpents marins sont d'un tout autre niveau. Dans les océans Indien et Pacifique, on compte environ 50 espèces différentes de serpents de mer et ils sont aussi beaux que dangereux. Heureusement, ils ne semblent pas trop se soucier de nous. Le serpent de mer de Dubois est sans doute le plus venimeux de l'océan, talonné pour ainsi dire par le serpent de mer à bec. Leur venin ferait presque oublier la morsure d'un cobra. Le venin de ces deux serpents est extrêmement dangereux. Heureusement pour nous, il peut mettre des heures à provoquer des symptômes chez l'homme, et il faudrait qu'il transperce ta combinaison de plongée. Si cette mouche se pose sur ton bras à l'extérieur, tu pourrais crier un peu, on ne t'en voudrait pas. La mouche scorpion, comme son nom l'indique, a une queue incurvée qui ressemble à un dard de scorpion. Mais tu peux souffler, elle ne lui sert que pour l'accouplement. Elle a aussi une longue tête en forme de bec qui lui sert à se nourrir après avoir volé des insectes dans les toiles d'araignée. Pour trouver le partenaire idéal, elle adore faire des cadeaux sous forme de salive, comme c'est romantique. Si tu te trouves en Afrique, il se peut que tu passes à côté de ce grand oiseau si tu ne fais pas attention. Le bec en sabot s'immobilisera quand tu passeras devant lui. Pouvant mesurer jusqu'à 1,50 m et avoir une envergure de 2,50 m, le bec en sabot ressemble à un prédateur, bien qu'il soit tout sauf ça. Connu comme l'un des oiseaux les plus lents du monde, presque une statue, le bec en sabot ne fait que manger les poissons près de la surface de l'eau, sans se soucier du monde. Cet oiseau n'a pas du tout peur des humains. Bien qu'il ne soit pas très bavard, il te laissera l'approcher suffisamment pour prendre quelques photos. Si tu entends un petit grincement pendant que tu es dans le jardin, cela pourrait être une souris, un écureuil ou un scarabée rhinocéros qui te fait savoir que tu es trop proche. Ils adorent faire du bruit quand on les dérange. Avec leurs cornes géantes et effrayantes sur la tête, ils peuvent sembler capables de se défendre, mais ce n'est pas le cas. Elle leur sert seulement à déplacer les feuilles et les bâtons de leur chemin et pour empêcher les autres mâles de venir dans les parages de la femelle. Non seulement ils ont une corne sur la tête, mais ils ont aussi une force herculéenne. Ils sont capables de soulever 850 fois leur propre poids. C'est comme si tu pouvais soulever 65 tonnes ou 11 éléphants. Vivant principalement en Chine, le petit cerf huppé est adorable avec sa touffe de poils. En tout cas, jusqu'à ce qu'il se retourne et se révèle être un cerf vampire. Heureusement, cet animal ne souhaite pas goûter ton sang, ni porter de cape. Seuls les mâles font pousser ces attributs plutôt que des bois pendant la saison des amours, afin de se disputer des territoires et des femelles. Ces crocs ressemblent plus à des défenses d'éléphants qu'à des dents acérées. Non seulement ils ont des crocs, mais ils sont aussi connus pour aboyer comme des chiens et fuir comme des chats quand ils ont peur. La marée rouge est une prolifération d'algues toxiques qui s'élèvent du fond de la mer après des tempêtes particulièrement violentes. Cette algue ressemble beaucoup à du ketchup ou à de la rouille renversée dans l'eau, mais c'est bien pire pour la vie autour d'elle. Les poissons et les organismes marins tenteront de s'échapper une fois exposés aux algues toxiques présentes dans leur eau. Ce n'est pas particulièrement nocif pour les humains qui y sont exposés, mais si tu manges des fruits de mer contaminés par ces toxines, les choses peuvent devenir un peu plus graves. Donc si la mer est rouge, reste hors de l'eau. Certaines araignées aiment arborer des couleurs vives pour montrer qu'elles sont dangereuses, mais pas l'Atrax robustus australienne. Cette araignée noire brillante n'a pas besoin d'artifice pour prouver qu'elle est balèze. Elle peut être très dangereuse si elle décide de te mordre. Elle peut arrêter ton système nerveux en seulement 30 minutes.
Tissant leur toile dans n'importe quel abri, comme de vieux rondins, des chaussures ou même des nains de jardin, les Atrax robustus aiment vivre près de notre habitat pour se nourrir facilement. Quand elles en ont assez d'un endroit, elles laissent leur toile derrière elles et partent à la recherche d'un nouvel endroit. Certains disent que les ratels sont intrépides, et en un sens, ils ont peut-être raison. Quand tu es assez courageux pour piquer de la nourriture à un jaguar, un lion ou une hyène, qu'est-ce que tu as à craindre ? Ces cousins de la belette ne sont pas seulement féroces, ils sont super intelligents. Ils sont même connus pour utiliser des outils afin de s'échapper des enclos. Les trucs comme les râteaux, les pierres et la boue deviennent des objets à escalader pour regagner leur liberté. En plus de leur ressemblance physique avec la moufette, les ratels possèdent une glande dangereuse près de leur queue qui contient une puissante machine à puer. Ils sont donc courageux, puants, ont une peau extrêmement élastique et résistante, et pour couronner le tout, ils jouissent d'une forte immunité contre les scorpions et les serpents. La meilleure chose à faire si tu tombes sur un ratel, c'est de le laisser tranquille. As-tu déjà entendu parler du champignon Idnel de Pec ? Non ? Et son autre nom, le champignon aux dents qui saignent. Ce champignon n'est pas toxique, mais il a un goût si amer que tu devrais y réfléchir à 2 fois avant d'en goûter un. Quand il est jeune et en pleine croissance, ce champignon blanc semble avoir de la gelée rouge qui sort de ses pores. Ce liquide collant est de la sève poussée vers le haut parce qu'elle a absorbé trop d'eau. Le champignon adulte est plutôt fade comparé à cela. Sous le chapeau du champignon, où ses spores sont produites, il y a une structure en forme de dent, comme s'il n'était pas déjà assez bizarre. Les diables de Tasmanie ont la réputation d'avoir très mauvais caractère lorsqu'ils se sentent menacés par un prédateur, lorsqu'ils se battent avec d'autres mâles ou lorsqu'ils cherchent une place à table pour le dîner. On les surnomme diables à cause de leurs dents et de l'un des cris les plus effrayants qui soient au milieu de la nuit. Ils mangent à peu près tout ce qu'ils peuvent trouver. Ils n'ont pas l'habitude d'aller vers les gens, bien qu'ils sachent se défendre s'ils sont menacés. Et vu comme leur morsure est puissante, heureusement que les diables de Tasmanie préfèrent s'échapper. Tu fais la fête dans ton jardin avec tes amis. Des gens se lancent un frisbee qui finit par atterrir derrière ta remise. Une de tes amies va le récupérer, mais elle remarque quelque chose qui ressemble à une très grosse balle. En essayant d'attraper le frisbee, elle voit des guêpes qui commencent à bourdonner autour d'elle. Tu étais loin de te douter qu'il y avait un nid de guêpes gigantesque dans ton jardin. Ton ami revient en courant et se précipite à l'intérieur de la maison. Tout le monde est surpris en la voyant courir soudain comme ça. Puis l'essaim de guêpes se répand dans le jardin. Tout le monde panique et se précipite à l'intérieur de ton salon qui s'avère très exigu. Vous regardez tous dehors, frustrés. Les guêpes vous ont chassé de votre propre fête. Elles se posent sur les amuse-bouches et les grillades. Il y en a maintenant partout dans le jardin. Tu n'as pas d'autre choix que de renvoyer tout le monde chez soi et de nettoyer. Les guêpes ne sont généralement pas dangereuses, sauf si on les provoque. Mais il est tout de même vivement conseillé de les éviter. Tu appelles le service de contrôle des nuisibles pour signaler le nid découvert et tout ce que tu peux faire après ça, c'est t'asseoir et attendre qu'ils arrivent. Mais il semblerait qu'une guêpe ait réussi à pénétrer dans la maison. Tout le monde s'affole et renverse tes meubles et tes affaires. Tu ouvres la porte d'entrée pour qu'elle puisse s'en aller. La meilleure façon de détecter la présence d'un nid de guêpes est d'observer leurs habitudes de vol. Si tu en vois une revenir constamment à un certain endroit, il y a de fortes chances qu'il y ait un nid tout près. Et si tu en vois plusieurs, fais bien attention. Les guêpes se déplacent généralement en solitaire, mais elles vivent ensemble et forment des colonies. Les guêpes ont un incroyable instinct d'ingénieur. Elles construisent leur nid principalement à partir de fibres de bois qu'elles mélangent à leur salive. Elles le transforment ainsi en un matériau qui ressemble à du papier et réalisent des structures en forme d'hexagone. Elles trouvent des morceaux de bois dans les arbres ou, si elles vivent à proximité des humains, dans les clôtures, les rebords de fenêtres et dans d'autres sources de ce type. Les agents de contrôle des nuisibles arrivent vêtus de tenues de protection. On dirait qu'ils sont sur le point de sauver la planète. Tu t'assieds et tu les regardes faire. Tu les observes extraire le nid. Et heureusement qu'il était dans ton jardin. Des nids de guêpes ont été trouvés à l'intérieur de maisons, derrière les placards, dans les garages et même au-dessus des fenêtres. Techniquement, c'est toujours l'extérieur, mais tu aurais une mauvaise surprise en ouvrant ta fenêtre pour profiter de l'air frais. Ce que font la plupart des contrôleurs de nuisibles, et tes sauveteurs dans ce cas, c'est déplacer le nid, qui fait la taille d'un ballon, vers un autre endroit plus sûr dans la nature. Les guêpes sont elles-mêmes des contrôleuses de nuisibles naturels. La plupart des insectes n'osent pas se frotter à elles. Elles s'attaqueront, en cas de menace, à tous ceux qui croiseront leur chemin.
Et certains agriculteurs font leur éloge et les gardent à proximité de leur culture pour protéger celle-ci. En ce qui vous concerne, vous pouvez retourner dehors et continuer votre petite fête. Et rallumer ce barbecue illico. En avril 1963, les habitants d'une ferme située dans une région reculée se sont trouvés confrontés au plus gros nid de guêpes jamais recensé. Il pesait tellement lourd qu'il est tombé de l'arbre auquel il était accroché et s'est brisé en deux. La chose mesurait environ 4 mètres de long, soit la taille d'une coccinelle Volkswagen, et 1,5 mètre de diamètre, aussi large qu'un réfrigérateur. Imagine-toi en train de pique-niquer entre amis sous cet arbre. Tu fais une belle petite randonnée dans la région nord-est du Brésil, quand soudain tu prends conscience qu'il y a quelque chose qui cloche. Non, ce n'est pas ton estomac, tu vas bien. Mais il y a quelque chose dans le paysage. Il semble étrange, comme si tu te tenais sur quelque chose d'ancien. Tu vois un groupe de scientifiques au loin, ils te font signe de t'en aller. Au début, tu ne comprends pas vraiment ce qu'ils veulent. Puis tu réalises que tu te tiens sur une énorme termitière. Tu sais, ces insectes qui aiment tellement grignoter le bois qu'ils s'en entourent toute leur vie. Et même si les termites vivent en colonie, comme les fourmis et les abeilles, elles sont en fait de la même famille que les cafards. Les termites vivent principalement en Amérique du Nord et du Sud, mais on en trouve aussi en Europe et en Asie. C'est à cause des humains qui les ont transportés partout avec eux dans leurs bateaux et leurs caisses. Aucun objet de bois n'est épargné par ces insectes, plus précisément par leurs mâchoires. Donc, après t'être éloigné de la termitière, tu t'aperçois qu'il y en a tout un ensemble aussi loin que ton regard te permet de voir. Tu te précipites vers les scientifiques pour comprendre ce qui se passe. Et ils te disent que tu te tiens au-dessus d'un énorme complexe constitué de 200 millions de termitières. Même si un grand nombre de ces nids mesurent environ 3 mètres de haut, ils finissent par former tous ensemble un paysage impressionnant. D'après les scientifiques, le complexe pourrait avoir près de 4000 ans et il est visible depuis l'espace grâce aux satellites. Et il fait la taille de la Grande-Bretagne. Si tu étais une petite termite, ce serait comme si tu découvrais soudain 4000 grandes pyramides de Gizeh. Abandonnées, ces termitières ne sont pas des nids actifs, mais un réseau de tunnels interconnectés. Les scientifiques étudient encore à ce jour cette super colonie de termites, mais ils n'en savent pas beaucoup plus qu'à leur début. Ils n'ont toujours pas trouvé la chambre de la reine. Et vu sa taille, il semblerait que cette découverte ne soit pas pour demain. Les termites sont des créatures pleines de ressources, mais elles peuvent causer beaucoup de dommages aux structures construites par l'homme et même aux cultures et aux plantations. Comme les termites ont migré de continent en continent avec les humains, elles ne sont souvent pas adaptées à leur environnement. Elles finissent donc par chercher refuge n'importe où, y compris dans les maisons et les bâtiments. Les termites sont responsables d'un grand nombre de destructions de biens et même de l'effondrement de structures de bois. Si tu as une maison dans la forêt et que la plupart de tes meubles sont en bois, alors le buffet est ouvert pour ces petits nuisibles. Mais comme ces créatures mangent du bois, c'est-à-dire de la cellulose, elles finissent par décomposer celle-ci en substances qui, en se répandant dans l'environnement, favorisent la croissance d'autres plantes de l'écosystème. Tu te promènes dans la savane sous un beau soleil brûlant quand, tout à coup, l'astre du jour disparaît. Et ce que tu vois au-dessus de ta tête n'est pas un gros nuage annonciateur de pluie. Tu regardes attentivement et tu remarques un mouvement bizarre dans cette masse. Et tu te rends compte qu'il s'agit d'un énorme essaim de criquets. Probablement le plus gros que tu aies jamais vu. En 2020, l'Afrique de l'Est a connu une invasion de criquets sur une zone équivalente à 3 fois la taille de la ville de New York. Ces vagues d'essaims ont frappé l'Afrique de l'Est, la péninsule arabique et le Moyen-Orient, dévorant les cultures qui nourrissaient des populations entières. Les scientifiques affirment qu'il s'agit de la plus grande invasion de criquets de ces 50 dernières années. Les criquets sont considérés comme les pires des nuisibles. C'est vrai, un criquet tout seul ne semble pas si méchant, ni même deux. Ils sont plutôt inoffensifs et mangent un tout petit peu de végétation. Mais quand environ 80 millions de ces insectes se réunissent en un endroit, eh bien, ce n'est pas une bonne nouvelle. Avec de tels chiffres, il n'est pas étonnant que le monde entier prête une attention particulière à ces créatures quand elles décident de passer à l'attaque. Il a fallu d'immenses efforts pour contrôler l'invasion. Mais dans de nombreux cas, le sauvetage a été effectué trop tardivement. Du coup, quand tu vois cet énorme essaim se diriger vers toi, tu vas vite chercher un abri. Mais ces créatures peuvent passer à travers n'importe quoi. Tu trouves une petite cabane où te cacher, mais dès qu'elles arrivent, c'est comme si un ouragan frappait soudain. La catastrophe est enfin passée. Tu regardes dehors et tu vois que tout ce qui t'entoure est renversé et rongé. Les cultures ont complètement disparu. Le soleil réapparaît enfin, mais l'essaim n'a pas terminé son œuvre de dévastation. Un autre insecte devenu célèbre pour avoir causé toutes sortes de problèmes en 2020 est le frelon asiatique.
Les scientifiques affirment que ces créatures ne sont pas agressives envers les humains, sauf si on les provoque. Mais elles peuvent être très dangereuses pour les abeilles domestiques. Les frelons peuvent détruire des ruches entières en quelques heures. Les minuscules abeilles ne peuvent pas faire grand-chose pour se protéger contre ces monstres qui font 5 cm à l'âge adulte. Oh là là!